Allô, allô. Salut à tous. On va mettre un petit message dans le chat. Tout le monde m'entend bien? On va aller inviter Guillaume sur scène. Hop. Super. Allez, alors, invitation. Tac. Nickel. Coucou Guillaume. Salut la Ça va? Ça va. Cool. Bon, je te tire un peu du lit, hein. Ouais. Alors, c'est sûr que le décalage entre Montreuil et San Francisco, c'est pas tout ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va essayer de faire avec. Ah, c'est le décalage entre Montreuil et Paris qui va pas alors. Ouais, c'est sûrement ça. Bon, la prochaine fois, je viendrai chez toi, ce sera plus simple. C'est ça. Cool. Bon, bah, aujourd'hui, on va essayer de parler grosses. On va essayer de faire se tenir ça un petit peu compressé en 20-30 minutes, histoire d'avoir un petit peu de. Si tu y arrives. Je parle quand tu m'arrêtes, d'accord? Yes, on fait ça. Du coup, peut-être tu peux te présenter un petit peu à tout le monde. Je pense que tout le monde ne te connaît pas forcément dans la salle. Ouais. Même si je vois beaucoup de noms familiers. Ouais. Alors salut, je m'appelle Guillaume Cabane. Je suis en charge du growth marketing ici à Segment. J'ai rejoint Segment il y a 8 mois maintenant, à San Francisco. Avant Segment, j'étais directeur marketing chez Mention à Paris. J'ai travaillé dans la sécurité informatique pendant 2 ans, toujours en marketing. Et j'ai fait mes classes chez Apple de 2004 à 2009. Et j'ai aussi été entrepreneur pendant 2 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un peu un vieux de l'Internet, hein, parce que j'ai commencé tout petit en 96 avec un site internet qui s'appelait jeuxmac.com. Ouais. Ça fait 20 ans maintenant. Je fête mon Internet anniversaire. Putain, 20 ans, ok, bon, petit CV, cool. Ok, d'accord. Bah, et du coup, peut-être nous présenter un petit peu aussi Segment, vite fait en 3 mots, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une erreur, ça. Ouais, alors, Segment, c'est ce qu'on appelle une data pipeline. Donc, en fait, c'est une API qui permet aux personnes qui ont un site web ou une application de collecter les données de leurs utilisateurs sur cette application, sur ce site web, d'usage, sur quelle page ils voient, quelles actions ils prennent, qui ils sont, et d'envoyer ces données vers les outils d'analytics, d'email, de CRM, d'NF1. Un peu tous les outils. Voilà. Donc, en fait, c'est une marketplace pour vos données et qui permet de connecter aujourd'hui un peu plus de 210 outils en sortie. Donc, on s'occupe du mapping des données pour que ça marche dans chaque outil. Ça permet notamment de réduire à néant la friction pour changer d'outil. Voilà. Avec un simple clic dans une interface, on peut dire, bah tiens, finalement, je veux plus aller chez Mailchimp, maintenant je veux aller chez Customer.io. Et bam! Ouais, ce qui serait en soi une bonne idée. Ok. Ok, cool. Bon, ça c'est fait. Et donc, ce que tu proposes, qu'on commence un petit peu. Et alors, pour préparer un petit peu le truc, j'avais passé en boucle un peu les presses que tu avais faites, notamment pour celle que tu avais fait, il me semble, qui est One-on-One Personalization at Scale. Et tu parlais juste, alors, pour commencer, qui était la définition, enfin, de l'objectif du gros marketeur, qui était en gros de créer de l'engagement sur des leads ultra qualifiés. Ouais. Donc, en fait, je peux dire, il y a 2 choses, et je pense qu'il y a vraiment 2 angles que je vais aborder. C'est quel est le rôle du growth marketer et comment est-ce que moi je le conçois. Comment est-ce que moi j'attaque ce rôle ou ce problème. Bon, le rôle du growth marketer, c'est de dire on a des tunnels de conversion. Voilà. Dans chaque entreprise, il y a plus de gens en haut du tunnel, les gens qui sont des découvreurs, des visiteurs anonymes, même dans l'industrie, hein, voilà, que de gens qui finissent par payer. Bon. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le rôle du growth marketer, c'est de découvrir à quel moment, à quel endroit dans le tunnel de conversion est-ce qu'on a des, je sais plus comment dire en français, des chutes de conversion, voilà, des contraintes qui font qu'on va perdre beaucoup de gens. Et de dire, bah tiens, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Et la façon dont moi je l'approche, c'est de dire, est-ce qu'il y a une sous-population, donc pas la population générale, s'il y a une sous-population, donc peut-être que on va peut-être diviser par rôle, les marketeurs versus les CEO, les ingénieurs. On peut attaquer par industrie, on peut attaquer par un tas de choses, les gens qui ont des baskets blanches et les gens qui ont des baskets noires. Voilà. Et de voir, est-ce que cette sous-population se comporte mieux ou moins bien. Si elle se comporte mieux, il y a des choses à apprendre. Si elle se comporte moins bien que la moyenne, alors il y a des choses à corriger. Ouais. Voilà. Et donc, moi, Guillaume Cabane, mon job, c'est de chercher comment donner l'expérience utilisateur
la plus qualitative, la plus agréable possible à chaque personne, à chaque individu, voilà, et non pas à la moyenne, en partant du principe qu'une bonne expérience donne une bonne conversion. Voilà. Ce qui me fait penser un peu alors c'était un bouquin, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs, mais qui en gros qui dit Average is dead, que maintenant les anciens préceptes qui disaient aujourd'hui faire un truc sur un utilisateur moyen, c'est mort. Aujourd'hui, il faut vraiment adapter le message du coup à ton profil, quoi. Oui, j'ai un bon chiffre là-dessus que je sors généralement quand je fais des confs. Les gens me disent ouais, moi je fais des moyennes, mon utilisateur moyen il fait ça. Alors je dis c'est facile. Aux États-Unis, la taille moyenne des pointures c'est 11. Hein, ça fait 44 et des patates, d'accord. Voilà. En fait, c'est la taille moyenne. Voilà. Et quand on regarde la distribution, c'est une distribution avec un graphique qui montre une courbe comme ça. On regarde effectivement, 11, c'est l'endroit où il y a le plus de personnes. C'est aussi la moyenne, c'est bien, la moyenne, la moyenne. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'une boîte comme Amazon ou Sarenza devrait mettre des chaussures que des pointures 11 parce que c'est la moyenne, ça correspond à la plus grande population des gens. Non, bien sûr, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Parce qu'on se dit bien, si tous les gens devaient repartir ici chaussés en 44, il y aurait 80% de la population qui aurait des problèmes pour marcher. Voilà. Effectivement. Et parce qu'on est des individus. Et donc, traiter les gens en disant, on va dire plutôt partir du principe qu'un marketeur est capable de trouver le message qui correspond à toute population, soit le type est un génie, et ça arrive. Hein, si on regarde mes anciens petits collègues de chez Apple, les messages sont quand même très forts, parce qu'ils parlent à tout le monde. Ouais. Mais on va dire en général, c'est pas vous, c'est pas moi. Et donc, c'est beaucoup plus facile de trouver le message qui correspond à soit un petit groupe de population, soit mieux à une personne individuelle. Et donc, pour pouvoir faire ce message, il faut savoir un peu qui est cette personne. Hein, on ne peut pas imaginer de faire un bon message pour Gilles si je ne sais pas qui est Gilles. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur mon site web? Voilà. Mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qui il est, quel est son problème et comment est-ce que lui perçoit son problème, ou s'il ne le perçoit pas, alors il est possible de faire un message hyper adapté. Yes, et ça, du coup, ça me donne une transition toute faite parce que du coup, ça me rappelle ce dont on discutait, qui était le regroupement entre ce qu'on appelait du coup first party data, second party data et third party data. C'est là où tu puises en fait ta knowledge base de ton audience, et c'est de là dont tu vas partir pour derrière pouvoir segmenter l'audience et adapter ton contenu. Ouais, alors c'est trois ensembles, ces ensembles que j'aime bien. Je sais pas si ça va prendre dans le monde du marketing, mais en gros, first party data, c'est les données qui sont générées par ton site web ou ton application. Bon, voilà. Et donc ton application mobile, voilà, ce que les gens font, c'est vraiment ton domaine à toi. Voilà. Donc ici, ça va être livestorm.co. Le second party data, c'est un truc que j'ai lancé il y a 2 ans, qui est de dire c'est génial, tous ces outils que j'utilise, hein, les Mailchimp, les Customer.io, tout ça, mais on fait des campagnes dessus. On fait des campagnes d'email. On fait des campagnes d'advertising aussi sur Facebook et ailleurs. Et il se passe des actions. Les gens voient mon email, ne le voient pas, ils l'ouvrent, ils ne le voient pas, ils cliquent dessus, ils ne cliquent pas. Ouais. Et ces informations-là sont critiques pour comprendre ton parcours client. Par exemple, si moi je t'ai envoyé à toi, Gilles, pour Segment, si je t'envoie 3 emails de welcome, hein, ce qu'on appelle un nurturing funnel, c'est-à-dire qu'il y a 1 email, 2 emails, 3 emails pour que tu aies envie d'utiliser plus ou moins Segment, et que tu n'en ouvres aucun, ça dit quelque chose. Ça dit que l'email n'est peut-être pas le bon format pour toi. Ça dit que tu n'es vraiment pas réceptif au message. Voilà. Et cette information-là, elle est critique. Et cette information-là, vu que moi je paye l'outil d'email, elle m'appartient, donc je dois la récupérer. Et ça, c'est le second party data. C'est en fait les outils que, en tant que marketeur, je paye, où il est généré des données, j'ai toute légitimité à récupérer ces données. Voilà. Et donc, je les récupère et je les intègre pour avoir une vue à 360. Ouais. Et le third party data, c'est les données qui ne sont pas générées ni par moi, ni par les outils que je paye, mais que je peux récupérer ailleurs. Un super exemple de ça, c'est Clearbit. Ouais. Clearbit, c'est une API, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet d'envoyer des données partielles sur une personne, par exemple juste un email, et de récupérer via l'API hyper rapidement en retour, donc c'est du Drive, un profil complet de l'utilisateur, voilà, que eux ils ont sourcé en récupérant les données de LinkedIn et d'ailleurs, mais notamment LinkedIn. Yes. Et donc ça permet d'enrichir mon profil, c'est les third party data. Ok. Et du coup, je pense qu'il y a la meilleure application de ça, enfin moi que j'ai vu à ce jour-là, c'est déjà ce qu'on a fait chez Mention pour améliorer le sign-up, qui était un peu le MVP de tout ça. Et ce que toi, du coup, tu as poursuivi chez Segment pour ensuite adapter ça, vraiment, mais à l'ensemble du site.
ce qui était assez Ouais. ouf. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu plus en détail Ouais, bien sûr. Bon, alors le flow de sign-up, hein, c'est un problème hyper classique pour les marketeurs et on cherche tous à l'améliorer. Et tout le monde dit, moins de champs, c'est plus de conversion. Et c'est vrai, moins de champs, c'est plus de conversion. Quand on demande juste l'email, voilà. Bon. Et il y a toujours une balance à faire parce que moins de champs, c'est aussi moins d'informations. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un problème qui m'embêtait depuis longtemps. Et j'ai vu, je crois, il y a 2 ans et quelques, cet outil qui s'appelle Clearbit. D'ailleurs, j'en ai vu un autre avant. Okay. Ouais, j'en ai vu un autre avant. Ouais, peu d'importance. Où c'est différentes API où on peut envoyer un email et recevoir le profil entier. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je peux m'en servir pour pouvoir réduire la friction dans le processus de sign-up. Et donc, ce qu'on a fait avec toi, Gilles, chez Mention, c'est on a séparé notre sign-up flow en 2. On a mis la capture de l'email sur la homepage. Et ensuite, alors c'est un peu comme ça du coup, parce que la vidéo tourne. Et ensuite, il y a le formulaire de sign-up. Et entre les deux pages, en fait, on récupère un email sur la homepage, on l'envoie à Clearbit. Ouais. Clearbit fait son petit truc, le renvoie, et pendant que la page de sign-up, la réelle page de sign-up avec tous les champs de ton entreprise, de ton rôle, tout ça, se load, on a les informations, et donc on affiche les données dans le formulaire. Alors, du coup, les gens me disent, attends, Guillaume, tu as les infos, pourquoi est-ce que tu sautes pas ces champs? Parce que tu n'en as pas besoin, tu les as. Ouais. Alors, c'est vrai, modulo, Clearbit n'est pas parfait. Clearbit a un taux de succès de, en gros, 80%. Alors, du coup, les gens me disent, d'accord, mais dans ce cas, tu affiches que pour les 20%. Alors, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi un taux de faux positif. C'est-à-dire que des fois, ça va matcher un autre Gilberto, ça va matcher un autre Guillaume Cabane. Voilà, on n'est pas les seuls sur Terre. C'est pas très courant, mais ça arrive dans 7 à 12% des cas. Et ça, c'est trop pour que je puisse me permettre d'accepter ces données. Et donc, du coup, afficher les champs pré-remplis dans le formulaire, ça réduit la friction, parce que le type se dit, c'est bon, tout ça, c'est toutes ces données. Mais je me sers de l'utilisateur comme un chevalet de Troie vers la propre qualité de ces données. Voilà. C'est-à-dire qu'il me valide lui-même en me disant, oui, c'est bien Guillaume Cabane qui travaille chez Segment et qui est VP of Growth. Voilà. Je sais, c'est bien moi. Et donc, du coup, j'ai la certitude que ces données sont correctes. Et donc, je peux m'en servir dans les emails. Yes. En faisant ça, donc le formulaire de sign-up, donc ce hack-là, ce que moi maintenant j'appelle le frictionless sign-up, le sign-up sans friction, on a fait plus 30% chez Segment en taux de sign-up et on a des données parfaites. Une fois qu'on a ça, du coup, j'ai le champ complet et donc du coup, on a pu dire, tiens, ça c'est la bonne personne, on a bon profil et donc on peut personnaliser les emails d'onboarding basés sur ces données. C'est-à-dire avec les données de rôle, les données d'industrie, les données de taille de boîte, avec plusieurs flows pour dire, tiens, peut-être que Guillaume et Gilles, vu qu'ils ont des rôles différents, des boîtes différentes, on va leur faire un onboarding qui est complètement différent. Mais du coup, c'est marrant parce que souvent, on avait ce débat à se dire, OK, est-ce qu'on doit tout automatiser ou machin, mais au final, la preuve en est que tu es quand même obligé d'avoir… la preuve en est que finalement, c'est la donnée déclarative qui va primer sur ce que tu peux choper via Clearbit ou via tes faire partie data. Oui, ça c'est… Donc, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'avais testé il y a longtemps, c'est ce qu'on appelle le drip survey. Je sais pas comment on dirait ça, c'est le sondage en petits morceaux. Voilà, en mode petit poussé, où en fait, on ne demande qu'une seule question à la fois à un individu et peut-être qu'une seule par jour pour récupérer des données très qualitatives. En fait, il faut voir comment je fais des audits des entreprises. La plupart des entreprises connaissent très peu de choses sur leurs utilisateurs. En données d'individus, mais aussi en données de comportement. Très, très peu de choses. Et d'arriver à ce que la personne valide ou donne des données qui sont neuves, ça a une valeur qui est incroyable derrière. Ne serait-ce que pour l'analyse, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre quelles sont les audiences dans mon site, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que mes CEO activent vachement, alors que les marketeurs n'activent pas. Moi, j'ai un exemple que je ne sais pas si tu as vu ça, mais chez Segment, on a fait donc du coup des emails d'onboarding personnalisés. Alors, je vais vous donner les chiffres, les vrais chiffres de Segment. Avant que j'arrive, le taux d'activation était de 10% à, je crois, 2 semaines. D'accord, c'est qu'il y a 10% des gens qui envoient des données à 2 semaines. Et donc, on a capturé les données et on a amélioré les emails pour changer par rôle, pour dire, attends, envoyer un email qui est le même aux marketeurs et aux devs, ça n'a pas de sens, parce que les devs, il leur faut de la doc technique sur comment implémenter Segment.
Mais envoyer la doc technique aux marketeurs, ça n'a pas vraiment de valeur, Mm. parce qu'ils ne vont pas en faire grand-chose. Donc, le goal des marketeurs, c'était plutôt d'inviter un développeur et d'aller voir les success stories. Ouais. Bon, la conséquence de ça, c'est qu'on a doublé au global le taux d'activation. On est passé de 10 à 20%. C'est Ce qui est pas mal comme succès. Ouais. Mais dans le détail, quand on regarde, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a augmenté l'activation des devs, mais de façon incroyable. Par contre, on a divisé par 2 le taux d'activation des marketeurs. Et du coup, c'est quoi la raison derrière ça? Donc, on a doublé. Parce que on a eu raison en soi dans le fait de dire, bah oui, le marketeur, il va pas s'activer, mais du coup, on a tué dans l'œuf la volonté des quelques marketeurs technologiques qui auraient fait l'effort, voilà, qui auraient peut-être pu savoir le faire, qui auraient pu envoyer des données, et qui en fait se sont dit, ah bah en fait, c'est pas pour moi, je vais envoyer mon dev. Et donc, du coup, à 2 semaines, effectivement, l'activation est plus basse. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est la limite. C'est super intéressant de voir en détail. C'est la limite de la segmentation où en fait il aurait fallu avoir une espèce de moteur qui va aller pondérer le profil en disant ce mec-là est peut-être 70% plus technique que marketeur. Mais ça, tu te baserais sur quoi? Tu te baserais sur la visite par exemple des pages, par exemple, je sais pas? Non, surtout. Moi, je récupérais le flux Twitter du profil et ça me donnerait une idée. Je regarderais, est-ce que le type a un profil GitHub? Un marketeur qui a un profil GitHub, ça se tient. C'est un bon signe. C'est bien vu. Il y a plein de signaux que je peux aller trouver. Voilà. Ok, ouais, effectivement, c'est bien vu. Et ok. Et donc, je crois que tu es encore allé plus loin parce que du coup, donc, tu adaptais certes sur la page, il me semble, les case studies, les testimonials, et donc ça en fonction du profil. Mais là, tu n'utilisais pas Clearbit API, genre l'enrichment API. Je crois que tu sais le nouveau truc qui est sorti, qui s'appelle Reveal. Alors, ouais. Alors ça, c'est un truc. Tu me fais dévoiler tous mes secrets. Alors, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai dit, c'est basé sur le fait qu'on a récupéré l'email de la personne et qu'on est capable du coup d'aller enrichir le profil et proposer une expérience qui est supérieure une fois que la personne nous a donné cette donnée initiale. C'est sympa, mais ça ne concerne que 3 à 5% de vos visiteurs, de mes visiteurs, les gens qui sign up, qui laissent un email quelque part. Dans le meilleur des cas, 10%. Si jamais vous avez une boîte qui fait plus que 10% de sign-up, appelez-moi, il faut que j'investisse. Bon, ça arrive pas. Voilà. Et donc, il y a 90% des gens qui ont une expérience moyenne. Des gens qui se pointent et ils ont un message moyen, on ne sait pas qui c'est. Alors oui, on est capable de récupérer les données via l'acquisition payante, notamment AdWords, et de se servir de ça pour personnaliser le site. Mais ça ne résout pas de problème pour la majorité des visiteurs organiques. Et Clearbit a lancé en bêta privée il y a maintenant 6 mois, auquel j'ai eu accès, une API qui s'appelle Reveal, qui permet de, basée sur l'adresse IP du visiteur, de renvoyer une probabilité du domaine et toutes les données du domaine, c'est-à-dire le nom de la boîte. Donc, par exemple, quand moi, Guillaume, je me connecte sur votre site, vous pourriez faire tourner cette API pour dire, attends, il y a un type de segment, on ne sait pas qui, mais il y a un type de segment, et segment, c'est une boîte qui est à San Francisco avec 110 employés, avec tant de financement, avec tels outils technologiques sur leur site web et compagnie. C'est une information. C'est une techno qui est très vieille. Moi, j'avais joué avec il y a 6 ans déjà. Il y a une boîte française qui fait ça. Oui, c'est pas récent. Je veux dire, ça, c'est assez connu finalement. Enfin. Mais la performance était pourrie. Il faut le dire. La performance sur le taux de couverture sur 100 personnes qui se connectaient, le taux de couverture était de 10, 12%, peut-être 15%. Voire moins. Et avec un gros taux d'erreur. Et donc, de quelque façon qu'on le prenait, c'était pas pratique, c'était pas utilisable. Clearbit, et je vais pas révéler comment ils s'en servent, je le sais, mais je vais pas révéler comment ils font ça, ils arrivent à avoir un taux de couverture qui est bien supérieur. Alors, je vous donne un exemple. Hein, pour Segment, il y a 2 chiffres à retenir qui sont hyper importants. Le taux de couverture global, il est de 18%. On va dire, c'est pas beaucoup mieux. C'est vrai. Par contre, si on regarde les gens qui ont sign up avec un email professionnel, donc les gens qui ont de la valeur pour nous, parce que malheureusement, si vous sign up avec un email Gmail, il y a très peu de chances que vous finissiez par payer 1000 balles par mois chez moi. Donc les gens qui ont sign up avec un email professionnel, combien est-ce qu'on a réussi à déterminer leur domaine au premier page load, sur la home page? La réponse est 42%. Il y a 42% des gens qui ont fini par sign up avec un email pro dont j'ai réussi à savoir exactement quel était leur site web, leur domaine et du coup les détails sur leur boîte. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit waouh, 42%, c'est presque la moitié, c'est fort, c'est énorme. Qu'est-ce que je fais avec ces données? C'est facile. Maintenant, je vais savoir
le nom de la boîte, le logo, je vais avoir la taille de la boîte, je vais avoir aussi tous les JavaScript qui tombent sur leur site web, je vais savoir est-ce qu'ils ont une application mobile ou pas, quelle est l'importance de cette application mobile en termes de nombre de, je dirais, de reviews moyens et nombre de téléchargements. Je sais à peu près tout. Hein. Et donc, on va dire, tiens, qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer, effectivement, moi, vu que je suis segment, je peux changer les intégrations supportées, donc les technologies qu'ils ont, qui sont supportées. Je peux changer aussi les logos que je présente en termes de clients. On a tous sur nos sites web des logos de clients en disant, ce gros client, ce gros client. Quand on en a beaucoup, le problème, c'est que c'est pas personnalisé, on met des plus gros. Mais c'est beaucoup plus pertinent de mettre ceux qui sont dans le secteur industriel, donc dans la verticale du visiteur. Ça va être peut-être ses concurrents, ses partenaires, mais ça va lui sembler, dis donc, il y a tous ces segments, waouh, c'est pas mal. Hein. Je peux changer les success stories, avoir les têtes des personnes qu'il va connaître. Voilà. Je peux changer le message, mais je peux aussi enlever la vidéo. Alors, par exemple, nous, on a branché par-dessus ça un outil de scoring qui s'appelle MadKudu et qui nous permet, en fait, c'est du machine learning simple qui regarde les 6 mois précédents de conversion basé sur tous les attributs que l'habite, donc de personnes, et qui dit, attends Guillaume, les gens qui finissent par payer plus de 1600 $ par mois, ils ont ces attributs-là, donc il y a un arbre de décision. Et du coup, quand un visiteur anonyme se connecte, on est capable de faire la même logique, hein, on applique le même algorithme, et on est capable de dire, tiens, là, j'ai un visiteur qui est un prospect qui est classifié comme très qualitatif, voilà, avec une très forte valeur. Et donc, on est capable de dire, attends, quelqu'un qui a une très forte valeur, qui va payer ce qu'on appelle le tarif entreprise, on va pas lui parler du pricing, on va pas lui dire qu'il faut sign up for free, hein, gratuitement, ça n'a pas de sens. Donc, on va zapper le bouton de sign up, on va zapper la page pricing, on va mettre à la place un chat, un bouton request demo, hein, et du coup, on va faire une bien plus forte conversion sur ces clients-là. C'est assez ballsy quand même comme move de se dire on va virer le bouton sign up dans un bouton démo seulement. Est-ce que vraiment tu as du résultat sur cette expérience? Ah oui. Moi et la plupart des gens qui sont en SaaS, je tiens à vous rappeler que l'expérience client sur la plateforme, elle est pour les clients d'entreprise, elle est horrible. C'est-à-dire que si vous voulez faire payer les gens, la meilleure chose à faire, c'est surtout qu'ils sign up pas. Voilà. Parce que, et je parle pas du self-service en dessous, genre de 300, 400 $ par mois. Non, je parle des gens qui sont, et il y a une grosse boîte qui se connecte, donc il y a un acheteur, hein, il n'y a pas beaucoup de temps, il compare différents outils, il fait beaucoup de choses différentes, il va pas vraiment découvrir l'outil, c'est pas lui qui va l'implémenter. Il a envie de voir ce qui se passe. La vérité, c'est qu'il se passe rien. Sur Segment, chez Mention, ou même chez Livestorm, il y a rien à voir. Hein, on n'a pas de valeur immédiate. Et c'est beaucoup plus utile en fait de parler avec un humain réel ou imaginé, hein, et que cet humain-là puisse expliquer au prospect toute la valeur du produit. Voilà. Il ne la découvrira pas par lui-même. Et donc en fait, il faut à tout prix empêcher de sign up. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les grosses boîtes SaaS, on n'a pas accès au produit. Si tu regardes Salesforce, tu n'as pas accès au produit, tu fais une demande de démo. C'est vrai. Tu regardes des trucs comme Medwater, tu n'as pas accès au produit. Voilà. Et donc, tous ces outils-là, en fait, tu dois parler à un humain parce que l'humain est là pour te vendre la valeur du produit. Et après, tu es convaincu. Voilà. Sinon, tu as une mauvaise expérience. Et nous, avec ce système, on est capable de personnaliser l'expérience et de trouver qui doit aller là-dessus et qui doit rester en self-serve. Ok. Effectivement, enfin, ouais, j'avoue. Mais après, ça, encore une fois, moi, mon ressenti, c'est que ces tactiques qu'on emploie où tu vas utiliser du coup MadKudu, Clearbit, machin. Bon, déjà, tout ça a un coût parce que ce sont des outils qui sont pas des outils, on va dire, abordables pour tout le monde. Typiquement, tu vois, moi, c'est pas demain que j'utilise MadKudu. Un, parce que j'en ai pas besoin et deux, parce que ça coûte un bras. Est-ce que, du coup, est-ce que ces tactiques, tu vois, d'optimisation, machin, est-ce que c'est pas forcément le focus que devrait avoir un SaaS, mais plus tard, lorsqu'il déjà il a un product market fit établi, qu'il a des clients, qu'il commence peut-être même à vendre dans l'enterprise, tu vois. Et du coup, dans ce cas-là, c'est quoi le focus que doit avoir un SaaS au début et à moyen terme, tu vois? Ouais, bon, c'est une bonne question. Ça me rappelle à mes heures de mentor de startup. Ouais, il faut un certain volume, c'est vrai, pour que ce soit valorisable. Cependant, je peux
je peux pas compter. Il y a trop de petites startups qui sont venues me voir et dont le funnel était vraiment pas optimisé et qui en fait avaient ce qu'on appelle un leaky bucket, c'est-à-dire un funnel avec des taux de conversion qui sont tout pourris. C'est-à-dire que, ok, imagine toi, ok, t'as une petite startup, c'est super. Ton taux de conversion en payant, ce qui est quand même la métrique qui compte, c'est combien de gens finissent par payer et combien est-ce qu'ils payent. Hein, parce que c'est une entreprise, tu fais pas une entreprise. Donc ce taux-là, il est faible. Il est très faible. Donc il va être de 3%, 2%, 1%. Voilà. Et donc tu vas expliquer, mais ouais, mais quand on aura de meilleures features, les gens vont payer plus, il n'y a pas de souci. En attendant, tu passes des mois et les gens ne payent pas. Voilà. Et prenons dans l'autre sens. Imagine ton taux de paiement, il serait de 10%. Quel serait l'impact sur ta boîte et sur ta stratégie? Comment tu serais capable de lever des fonds différemment? Voilà. Je ne dis pas que tu es obligé de tout automatiser. Par contre, si tu n'automatises pas, tu dois avoir un humain qui fait la recherche et qui contacte chaque client et qui a toutes les données et qui fait le bon email. Et si tu me dis non, ça prend trop de temps, alors tu dois automatiser. Ah, bien sûr. Tu peux pas me dire, je vais offrir une expérience moyenne, voire pas terrible à mes clients parce que je suis une petite startup. C'est au contraire, tu peux pas te permettre ça. Si tu es Salesforce, tu peux te permettre. De toute façon, tout le monde est obligé de venir chez toi. Voilà. Si tu es Livestorm ou si tu es Mention, tu peux pas dire non, on va leur donner une expérience moyenne et puis bon, c'est pas grave, on va acheter du volume. Parce que tu peux pas t'acheter du volume, ça coûte trop cher. Il est beaucoup plus cher, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter sur AdWords ou ailleurs, ou même en SEO, ça coûte cher de faire du contenu, hein, d'acheter du trafic et de le perdre que de l'optimiser. Voilà. Moi, c'est mon postulat. Donc en fait, je préfère faire un funnel qui est un saut qui est vraiment pas percé. Voilà, c'est un panier percé en français, qui est vraiment pas percé, et ensuite, même si c'est un coût, et ensuite d'y verser, je dirais, la substance scientifique moelle, hein, plutôt que d'avoir une passoire et de dire je vais remplir ma passoire en mettant un gros tuyau d'arrosage. Voilà. Bien imagé, j'aime bien ça. Ouais. Non, mais j'avoue, ça se tient. Ok, ouais. Et non, mais souvent, j'avoue que. Souvent, les gens ne font pas ce choix-là. Voilà. Souvent, les gens disent non, mais ouais, moi, je peux pas, c'est trop cher ces outils. Attends, Guillaume, tu te rends compte, 19 $ par mois, je peux pas me les permettre et tout. Et en attendant, ils payent du CPC. En attendant, les mecs payent du CPC à 10 $ le clic. Et ils ont un taux de sign-up de 10%. Ça coûte 100 $ le client. Et les mecs, ils payent pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais clairement. Et puis, je pense que, enfin, nous, les premiers, on tombe facilement dans ces écueils-là de se dire, non, le prix arbitre coûte 99 € ou 89 $. J'ai pas forcément envie de mettre ça parce que je sais pas combien c'est. Enfin, bref. Il y a souvent des considérations qui fait qu'on va. Enfin, bref, voilà, quoi. Mais effectivement. C'est psychologique. C'est très psychologique. Ah, c'est quoi, non, ça? C'est-à-dire que, notamment en France, on a du mal à dépenser de l'argent. On a un peu radin quand même sur les bords. Hein. Bah, c'est souvent, je pense que c'est la peur de l'échec. Tu vois, tu te dis, bah ouais, j'ai mon capital, machin, j'y tiens, j'ai pas forcément envie de tout cramer là-dedans, alors qu'en fait, on se rend pas forcément compte que c'est ça qui peut derrière t'en ramener plus derrière. Enfin, bref. Alors, je sais pas comment c'est, mais moi je dirais, si ta boîte va échouer parce que tu as payé Clearbit 99 $ par mois, c'est que tu es quand même vraiment près du gouffre. Ouais, bon, c'est que clairement, tu es une grosse brêle et que tu as réussi à bien te prendre les pieds dans le tapis, quoi. Mais oui, je suis d'accord. Et ok. Vraiment très près du tapis, quoi. Ouais. Et j'avais une dernière remarque qui était, et ça aussi on n'en avait pas parlé, c'est qu'au final, toutes ces expériences-là qu'on a décrites, on est d'accord que c'est des choses qui sont très limitées dans le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, tu en parles, peut-être que dans 15 jours, d'autres gens vont commencer à l'implémenter. Dans un mois, ça va être assez répandu et dans 6 mois, tu vas passer à autre chose parce que de toute manière, ça n'aura plus aucun effet. Ouais, tout à fait. Il y a Andrew Chen, le mec qui s'occupe de Growth chez Uber, qui a cette phrase. Il y a la version polie, la version bad polie. Je vais vous donner les deux. La version polie, c'est il y a un effet. C'est comme l'uranium. Il y a un effet dans le temps qui se dit. C'est-à-dire que plus on en parle, moins c'est efficace. Voilà. C'est le decay effect. Voilà. La version mal polie, c'est de dire c'est la loi des clics merdiques, the law of shitty click-through, qui nous rappelle joliment que la première bannière pub, toute première bannière pub, en 1994, avait un taux de clic de 78%. J'ai vu cette image, mais elle est incroyable. C'est Wired, un truc comme ça, je crois. Non ouais. C'est fou, tu vois. Et c'est comme, alors on dit, ouais, non, mais attends, ça c'était il y a longtemps et tout. Ok.
Bon, les emails personnalisés en texte, genre le patron qui te dit bien bonjour en texte quand tu notes sur le site 2 secondes après, bon, bah, c'était bien il y a 4 ans. Hein. Maintenant, il n'y a personne qui va croire que le patron a dit attends, il y a Gilles qui s'est connecté, vite, je lui envoie un email. Voilà, non. Voilà. Donc, toutes ces techniques disparaissent très vite, ce qui veut dire qu'il faut en innover, en créer plein. Et bon, moi, sur la création d'idées, je suis pas trop mauvais, mais surtout, les technologies sont de plus en plus complexes. Donc, ce que j'ai décrit, c'est quand même assez lourd à implémenter. Il faut des équipes techniques. Et donc, ça crée une petite barrière. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui vont le faire. Bien sûr. Mais c'est comme ça, c'est le jeu du marketing. Et inversement, ceux qui ne le font pas se rendent pas compte à quel point ils vont être dépossédés de leur taux de conversion parce que leurs concurrents le font. Ah, c'est vrai. Ok. Cool. Ce que je te propose, là, on va essayer de boucler un peu et on va regarder les questions. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui posaient des questions. On va les prendre une par une. Alors, il y a Julien qui demande quel blog marketing tu lis? Je lis pas grand-chose. En fait, ouais, pour avoir, enfin, non, en fait, non, on va dire dans l'autre sens. J'ai beaucoup de gens que je connais, comme Gilles, mais comme d'autres, qui en fait font de la lecture et qui ensuite me disent ah Guillaume, t'as vu ça, c'est super cool. Voilà. Alors, je demande rien, hein, mais c'est comme si j'avais une équipe de curation interposée et en fait, ça me donne plus de lecture que ce que je peux lire de toute façon. Et en fait, effectivement, les articles qu'ils m'envoient sont super. Je dis ah c'est cool. Voilà. Et donc du coup, voilà, je sais pas trop, je peux pas vraiment répondre à ce que je lis régulièrement, mais je lis pas mal. Cependant, le pendant de la chose, généralement, ce que je lis, par exemple sur Growth Hackers ou ailleurs, c'est d'une qualité assez moyenne en growth. Je découvre pas grand-chose. C'est des trucs vraiment bateaux, quoi. De toute manière, souvent, quand tu le retournes dans un blog, c'est que c'est déjà un petit peu éprouvé et que forcément, c'est pas dingo, quoi. Ouais. Et alors, du coup, je regarde les autres. Alors, il y a Thomas qu'on connaît bien, qui demande quel est le bon ratio temps de recherche dev pour un funnel personnalisation, un taux amélioré de conversion. Ok. Elle est compliquée ta question, Thomas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je peux essayer d'y répondre. En fait, normalement, tu as une courbe, c'est ce qu'on appelle les 80-20, mais en fait, tu as une courbe d'efficacité. Voilà. Et quand j'arrive, généralement, alors, un exemple, chez Segment, le taux d'activation était de 10%. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. J'en sais rien. Voilà. Je fais des expériences, j'arrive à doubler, arriver à 20%. Je fais une autre expérience, je suis passé à 21. Je dis, OK, j'arrête. C'est bon. Ouais, je pourrais peut-être arriver à 22, 23, 24. Mais voilà, j'ai fait voilà, comme ça. Une espèce d'effet de seuil qui se crée. Hyper adapté à chaque boîte, à chaque type de client et compagnie. Et bien sûr, là, on parle de moyenne et j'ai horreur des moyennes. Donc, le taux d'activation, chez nous, il varie dans la population entre 80 et 0. Ouais, bien sûr. Sinon, il y a une bonne question qui était sur la différence entre Full Contact et Clearbit au niveau de la qualité des données qui sont retournées. Honnêtement, perso, déjà, je peux te répondre, pour avoir testé les deux, Clearbit est largement au-dessus. Enfin, je pense que tu ne me contrediras pas. Ouais. J'ai fait un test hier aussi avec une autre boîte qui s'appelle Full Profile, qui est en fait un outil qui intermédie ces différents outils. Et leurs données sont vraiment nazes. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 2 requêtes, une sur ma boîte email perso, une sur ma boîte pro. Ma boîte email perso, il m'a matché avec un Guillaume Cabane qui est médecin en Ardèche. Waouh, génial. Et ma boîte pro, forcément, c'est Guillaume à Segment qui a dit que je travaillais chez Segment, mais il a dit que je faisais du sales. Et enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, les données moyennes, c'est inexploitable. Ça sert à rien. Je les envoie balader en disant pas de signe le jour où vous avez un truc qui fonctionne, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, attends, je prends la suivante. Ah oui, il y a Étienne. Étienne, pareil, qu'on connaît. Salut, Étienne. Est-ce que vous faites des campagnes de cold emailing chez Segmentus? C'est une bonne question, ça, j'avoue. Oui, on en fait. Ouais. Non, j'allais dire, c'est quoi ta position sur le cold emailing? Le cold emailing, ça peut être très bien si c'est bien fait. Alors, c'est sûr que si j'envoie un email à Étienne en disant salut Étienne, tu connais pas Segment, je te présente Segment, c'est génial, tiens, voici un lien pour pouvoir t'enregistrer et payer, ça va pas être top. Voilà. Ouais. Parce que je sais pas qui il est, je sais pas vraiment quel est son problème, je lui apporte pas vraiment de valeur,
Je suis très moyen. Voilà. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des listes, effectivement, enfin, via Clearbit, et d'ailleurs, on récupère des listes sur des marketeurs, des CEO, voilà, qui ont l'air d'avoir la bonne typologie de site web ou d'application mobile de gens qui ont un usage de segment. On analyse le site, donc tout ça c'est programmatique, hein, c'est fait, c'est automatisé. Et donc on va regarder quelles sont les technologies utilisées. On va regarder est-ce que ces technologies, ces outils matchent avec ceux supportés par segment. Et on va merger ça dans l'email. Et donc on va faire un email en disant et on va regarder les données LinkedIn pour voir depuis combien de temps est-ce que Étienne est dans sa boîte et dans ce rôle-là, est-ce qu'il a changé dernièrement. Et on va lui dire hey, salut Étienne. J'ai vu que tu avais rejoint boîte machin truc depuis 3 mois. Félicitations, c'est super. Au fait, j'ai vu que vous utilisiez Mailchimp plus Kissmetrics sur le site de ta boîte. Tu sais que c'est des outils qu'on supporte. Et puis en plus, on permettrait de migrer vers des outils qui sont plus modernes comme Amplitude et Customer.io. Si c'est un problème que tu as, écoute, n'hésite pas à me répondre. Hyper quali. Il n'y a pas de lien, pas de truc, tout ça. Je suis vraiment sur son problème à lui, son site web, sur ces technologies. Et s'il répond, c'est routé vers un humain. Voilà, tu vas pouvoir lui répondre. Bah, du coup, ouais, c'est vraiment. Ça marche très bien. Ouais, c'est vraiment du cold email vraiment vénère, quoi. Là où tu passes vraiment des données vraiment importantes dedans. Donc ça, c'est vrai que du coup, j'imagine que ça va bien marcher. Tu fais transiter ça par quoi? Customer.io? Enfin, c'est la question de Thomas, hein, je rebondis dessus, mais Customer.io, ouais. Ouais, Customer.io. En fait, la façon dont il faut l'aborder, moi, quand je fais de l'audit, quand je fais ça dans ma propre boîte, je vais voir les sales et je leur dis, bon, imaginez que vous avez tout le temps que vous voulez pour vous occuper d'un client. Voilà. Et que les données les plus folles sont disponibles. Dis-moi, quelles sont les données qui sont utiles pour pouvoir comprendre et envoyer un bon email et où est-ce que tu vas les chercher? Et le mec il me dit, ah non, ça sert à rien, on n'a pas le temps. Puis je dis, non, arrête. Dis-moi où c'est et qu'est-ce que tu dirais? Et le mec il me dit, bon, bah alors, tu vois, j'irai voir depuis combien de temps je suis dans sa boîte, j'irai analyser son site sur Ghostery ou sur BuildTweet, je ferai ceci, je ferai cela. Alors je note tout, puis ensuite je vois ce que je peux faire. Alors, il y a des trucs que tu peux faire, comme ce que je vous ai dit. Il y a des trucs, il y a une nana en 16 qui me dit, moi, si j'avais tout le temps, j'irais voir les dépôts de brevets qu'a fait la boîte. Waouh! Alors là, on va se calmer, parce que là, c'est autre chose. Voilà. Et elle, effectivement, dans ses cold emails pour les gros groupes, elle regarde les dépôts de brevets, elle regarde qui a fait le dépôt de brevets, et elle merge ça dans l'email. Bon, là, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Mais, tu peux quand même arriver à 80-90% de ce que fait un humain. Ouais, non, clairement. C'est cool. On va prendre du coup une dernière question. Il y a du coup Julien qui redemande, ça a rebondé un petit peu à ce qu'on demandait tout à l'heure, c'est quel serait ton conseil pour une startup SaaS B2B avant un product market fit? Et après. Ouais, alors, avant market fit, j'essaierai d'optimiser l'expérience client, mais à la main. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que on sait ce que disent les Sam Batman de YC ici, hein, c'est do things that don't scale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un vrai email à la mano. De toute façon, si vous avez que 5 ou 10 clients nouveaux, sign-up par jour, c'est possible. Voilà. Ouais. Et d'avoir une conversation avec lui. Ça a une richesse qui est incroyable. Moi, encore aujourd'hui, chez Segment, je fais souvent des calls avec des clients pour savoir pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre. Donc, mais quand vous avez une toute petite boîte avant Market Fit, c'est critique de comprendre le client, d'avoir une discussion avec lui. Ça va vous permettre de créer des bonnes campagnes marketing par la suite. Ouais. Mais vous n'avez pas vraiment besoin d'automatisation. Ça, c'est un temps de setup et en fait, ça pourrait être à côté de la plaque. Voilà. Mais il faut le faire. Après Market Fit, et bon, la transition entre les deux, c'est pas très très clair quand est-ce qu'on a un Market Fit. Hein, on aime bien dire ça, mais c'est pas forcément évident. Est-ce que Segment a un Market Fit? On va dire que oui. Ouais. En tout cas, après Market Fit, il faut automatiser. Voilà. Après Market Fit, il y a du volume, il faut scaler. Et généralement, après Market Fit, on lève des fonds et les investisseurs veulent du volume, il faut voir big, il faut grandir vite, tout ça. Et ça nécessite de scaler. On ne peut plus continuer à faire ça. Et donc, le but du jeu dans la transition, c'est d'arriver à multiplier par 100 ou 1000 le volume et de garder le même taux de conversion. Voilà. Okay. Avant Market Fit, vous devez avoir le meilleur taux de conversion possible. Ne me faites pas croire que le taux de conversion va s'améliorer juste parce que vous serez plus connu. Pas vrai. Voilà. Ok, ouais, ça me semble pas mal. Comme les gens, il y a plein de gens, je vois plein de startups qui m'envoient des business plans et qui montrent des coûts d'acquisition qui sont en chute dans le temps.
Ils disent non, mais attends, après, il y a les économies d'échelle, tout ça, tout ça, et du coup, ça coûte de moins en moins cher. C'est faux, c'est absolument l'inverse. Parce qu'au début, on arrive à avoir des petites techniques de growth hacking où on a des coûts d'acquisition pas chers sur AdWords parce qu'on est sur des mots-clés hyper ciblés. Et après, quand on veut scaler, bah, il faut aller vers les trucs qui sont, je dirais, de plus en plus chers et des mots-clés de plus en plus communs et qui convertissent moins bien. Et donc, en fait, ça coûte de plus en plus cher. Donc, en fait, les coûts d'acquisition par client montent dans le temps et non pas diminuent. Yes. Ouais, Ce qui veut dire qu'il faut être de plus en plus efficace dans l'automation. Ouais, complètement d'accord. Ok, cool. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà bien 40 minutes. On a explosé le temps. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'était cool. Yes. Et ok, bah moi je te dis bah à bientôt. Et puis en tout cas, c'était très sympa d'avoir participé. On va poster donc ça sur YouTube, sur SoundCloud. On retransmettra à tout le monde, etc. Donc pas de problème. Et puis on va dire merci à tout le monde d'être venu. Et voilà. Allez. Merci tout le monde d'être venu.